Alors, merci beaucoup Pierre-Yves, merci doublement donc, merci de m'avoir édité, alors que tous les autres éditeurs de la place de Paris, ou presque, ont refusé ce livre pour des raisons diverses, ou uniques en fait. Et merci de m'inviter ce soir au Cercle Aristote. Et j'en profite pour remercier aussi toutes les équipes du Cercle Aristote qui ont contribué à faire sortir ce livre ce soir, et l'équipe que vous voyez autour de vous. Alors je vous remercie à vous aussi de venir en ce moment toujours délicat pour un auteur, c'est-à-dire quand il découvre lui-même son propre livre, puisque Pierre-Yves me l'a apporté tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est absolument, vous êtes au sommet de l'actualité littéraire, si j'ose dire. À la pointe en tout cas. Je vous propose de commencer cette soirée à partir de 3 anecdotes. Après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet, et effectivement c'est un sujet qui est très complexe. Une anecdote familiale, une anecdote amicale et une anecdote associative, si j'ose dire, parce qu'elle concerne le cercle lui-même, le cercle Aristote. Alors d'abord, l'héroïne de la première anecdote n'est pas là, elle va arriver parce qu'elle n'a pas toujours envie de d'être en avant, elle est un petit peu timide on va dire, mais j'espère la voir quand même. C'est ma première lectrice, c'est-à-dire Sophie, ma femme. Il y a à peu près un an, plus d'un an d'ailleurs, je lui montre la première version de l'introduction à mon bouquin. C'était ma première lectrice. Et ben ça a été pas du tout une bonne surprise, puisqu'elle m'a dit mais Frédéric, si tu peux nous rejoindre là. Si, comme un grand garçon, tu connais le chemin puisque tu étais là la semaine dernière. Alors le héros de la deuxième anecdote, lui, est par contre présent, c'est Frédéric Rouvillois. Mais j'en suis encore à la première, qui est une anecdote donc familiale. Quand mon épouse a vu la première version de l'introduction, elle m'a dit mais tu n'as pas le droit d'écrire ça. Tu n'as pas le droit d'écrire un livre contre le progrès. Le progrès, c'est en soi quelque chose de positif. Et s'il y a une crise des problèmes aujourd'hui, c'est pas qu'il y a trop de progrès, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et elle avait parfaitement raison. Finalement, il n'y a pas de raison, justement, de plomber ce mot progrès, qui, à l'origine, indépendamment de ce qu'on a pu mettre dessus, notamment au XIXe siècle, et évidemment avant, le mot progrès, en tant que tel, il est vraiment positif. J'ai donc été obligé, à cause ou grâce de Sophie, de réécrire mon introduction et tout de suite régler un problème sémantique. Il y a 2 grandes manières d'envisager le mot progrès. Il y a d'abord le progrès, les progrès, qui sont tout simplement les progrès techniques, médicaux, scientifiques, et dans tous les domaines possibles imaginables. Ce sont les progrès, avec un P minuscule. Et d'une certaine manière, souhaiter le progrès, c'est la même chose que souhaiter le souhaitable. Dans toutes les civilisations, les hommes souhaitent que les choses progressent. Même les mandarins chinois, même les gens d'Antiquité, et même les Indiens d'Amazonie, ils souhaitent que les choses progressent. Après, ils peuvent se tromper. Mais en tout cas, il est humain de vouloir le progrès. Le mandarin chinois, il souhaite que la muraille de Chine se construise le plus rapidement possible. Pourtant, on dit que c'est le conservatisme par excellence. L'Indien d'Amazonie, il souhaite que la chasse de l'année prochaine soit meilleure que la chasse d'aujourd'hui. Tout être humain souhaite le progrès comme il souhaite le souhaitable. Et puis il y a un deuxième sens évidemment, donc on parle des progrès différents, et il y en a beaucoup. La deuxième forme du mot progrès, bien entendu, c'est le progrès avec un P majuscule. C'est une conception. Alors est-ce que c'est une idéologie, c'est-à-dire une fumée, ou un phénomène historique réel? Je me garderai de trop vite trancher. En tout cas, c'est une conception qui a évidemment été reine au XIXe siècle et qui a été préparée bien avant, et qui est très claire. Le progrès avec un P majuscule comme Victor Hugo, qui a été le premier, je crois, à lui donner un P majuscule. Il a parlé du progrès. En tout cas, c'est le père, effectivement, le poète du progrès. Le progrès est une conception, et ce progrès-là, il est général, c'est-à-dire qu'il regroupe tous les progrès spécifiques dont on a parlé, médical, technique, scientifique, politique, philosophique, tout ce que vous voulez. Il est universel, c'est-à-dire qu'il touche tous les hommes. Il est censé toucher tous les hommes. Il est quand même plutôt européen et occidental qu'autre chose d'abord, mais enfin il est censé illuminer tous les hommes. Et enfin, il est inéluctable. Et ça c'est crucial, c'est un peu le sujet de mon livre. Il est inéluctable, il est nécessaire. Il est le sens de l'histoire lui-même.
Certes, il y a plusieurs manières d'envisager cet inéluctable. Il y a la manière un petit peu naïve, qui était celle du début, dont la Bible est l'ouvrage de Condorcet, qui pense que le progrès, il est non seulement linéaire, mais rectiligne. C'est-à-dire qu'on va très rapidement vers une marche forcée, sans retour en arrière possible, vers les lendemains qui chantent, en général. Et puis il y a une manière plus souple de considérer ça. Avec Marx, le marxisme, le progrès est toujours linéaire. En revanche, il n'est pas rectiligne. Il peut y avoir des retours en arrière, les fameuses ruses de la raison dans l'histoire. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de doute sur cette conception-là du progrès, avec un P majuscule. Ce progrès, il n'y a pas de doute, il est inéluctable. Alors, maintenant, je passe à la deuxième anecdote. Et c'est le héros de l'anecdote en question, c'est Frédéric, ici présent. Alors, je suis très inquiet sur sa réaction. Enfin, je voudrais ramener en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y a très longtemps, quand nous discutions, Frédéric et moi, du progrès. Alors, je ne vous cache pas que nous étions dans des milieux politiques qu'on peut qualifier, mais peut-être Frédéric techniquement, objectivement, de réactionnaire, au sens où il s'oppose au progrès, au sens de l'histoire, on va dire, marxiste. Alors je crois que l'héroïne de la première anecdote vient d'arriver, et elle a, comme ça, on n'a pas parlé d'elle en sa présence. Je pense que c'était le... Alors, nous étions dans des milieux politiques réactionnaires, et personnellement, j'étais travaillé par une sorte d'énigme que je n'ai toujours pas percée d'ailleurs aujourd'hui complètement, qui est l'énigme suivante. J'avais l'impression, et je crois qu'il y a certains dans la salle qui sont un peu qui étaient dans cet état d'esprit et qui y sont toujours, l'impression que nous avions été vaincus par quelque chose qu'on peut appeler le progrès ou le sens de l'histoire, mais que ce quelque chose avait lui-même été battu. Il s'était même battu lui-même en quelque sorte. L'image, ça pourrait être, on va prendre un penseur emblématique, que je prends à titre de symbole et également de réalité, j'en parle dans mon livre. Charles Maurras est un homme qui s'est jeté en travers de la locomotive du progrès, qui a été écrasé, mais cette même locomotive, elle s'est arrêtée quelques kilomètres plus loin, faute de carburant, fossile évidemment de charbon. Autrement dit, ce qui nous avait détruits, c'était lui-même détruit. Ce qui nous avait guillotinés, je parle en présence de monsieur le vicomte de Puipeux, qui représente tout à fait cette tendance, ce qui nous avait guillotinés s'est détruit avec la chute du mur de Berlin, a terminé sa course, son cycle, avec la chute du mur de Berlin. Et donc, c'était pas une victoire finalement, parce que c'était même une sorte de double peine. Nous avions été battus par quelque chose qui lui-même s'est détruit. Alors, ce qui s'est passé après, c'est très confidentiel, mais je le dis quand même, nous discutions avec Frédéric, nous avions des idées sensiblement les mêmes, ou plutôt sensiblement différentes sur les détails et sensiblement les mêmes sur l'essentiel. Et un jour, Frédéric m'a dit, j'espère qu'il ne me contredira pas, je cherche un sujet de thèse de doctorat. Et je lui dis, le progrès. Et pourquoi est-ce que je lui ai dit ça ? Pour une raison qui touche à une des constantes de mon existence, c'est une très grande paresse. Je voulais lui faire écrire à lui le livre que j'avais la flemme d'écrire. Je voulais trouver dans le livre de Frédéric la réponse à l'énigme que je m'étais moi-même posée. Bien entendu, ça n'a pas du tout marché. Ce que Frédéric a fait, qui était déjà dans des niveaux de réussite universitaire absolument extraordinaires, a fait une thèse brillantissime, avec Pierre Boutan comme président de thèse. Cette thèse a été saluée comme il le convient, notamment a été publiée aux éditions Quimé et ensuite aux éditions du CNRS aujourd'hui. Et évidemment, il n'y avait pas ce n'était pas le livre que j'avais envie d'écrire, évidemment, ça ne marche jamais comme ça. Alors, c'est intéressant de comprendre, je crois, c'est pas absurde, et ça va ouvrir le débat avec Frédéric. Finalement, pourquoi je n'avais pas la réponse à l'énigme, mais je ne l'ai toujours pas, donc c'est pas grave, dans le livre de Frédéric. Le livre de Frédéric, la thèse de Frédéric, qui est devenue un livre, est consacrée à l'invention du progrès. À l'invention. Et il décrit une période bien précise de l'histoire, qui est la fin du XVIIe siècle, où effectivement, à l'occasion d'un certain nombre de débats intellectuels, notamment la querelle des anciens et des modernes, et puis toute une série de découvertes, aussi bien scientifiques que philosophiques, ou d'avancées, entre guillemets, eh bien, on commence, avec l'abbé de Saint-Pierre, par exemple, qui est quelqu'un qui l'a beaucoup étudié, on commence à parler de progrès. En tout cas, on a l'idée d'un progrès tel que je l'ai décrit. Le problème est le suivant.
j'ai lu cette thèse et je n'ai pas trouvé la réponse à l'énigme. En revanche, j'ai trouvé un mot qui revenait de manière permanente et un mot au contraire qui n'y revenait pas. Le mot qui revenait en dehors du mot progrès, bien entendu, c'est le mot raison, progrès de la raison. Et le mot que je n'ai quasiment pas trouvé, c'est le mot liberté, progrès de la liberté. Mais c'est tout à fait normal, puisqu'effectivement, au moment de l'invention du progrès, les penseurs ne pensent pas du tout à une libération de l'être humain, à la démocratie, à la révolution de 89 ou évidemment encore moins au futur marxisme. Ils pensent en revanche progrès des connaissances, progrès de la raison, progrès de l'intelligence, progrès des lumières de la raison. C'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à formaliser tout ça. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que raison et liberté, la liberté raisonnante ou la raison libre, c'est finalement les deux facettes d'une même chose. Donc la clé de l'énigme se trouve forcément un petit peu plus loin. Si on suit l'histoire si on suit la raison dans l'histoire, on arrive assez rapidement, on passe le XVIIIe siècle, la Révolution française, on arrive au maître de la raison dans l'histoire, Hegel. Il y a eu récemment la réédition de La raison dans l'histoire en livre de poche avec une préface dont je cite les deux auteurs dans mon bouquin. Et cette préface dit une chose très simple, elle dit: le vrai titre de La raison dans l'histoire de Hegel, ça devrait être la liberté dans l'histoire. Parce que c'est ça le problème de Hegel. Et il y a dans ce livre, dans ce cours, en fait, c'est un cours au départ, une phrase qui est une phrase clé, sur laquelle je me suis arraché les cheveux un petit peu, et donc on va s'arracher les cheveux ensemble. C'est la phrase suivante: l'histoire de l'humanité et l'histoire du progrès dans la conscience de la liberté, progrès que nous avons à saisir dans sa nécessité. Alors, là, les ennuis commencent, vraiment. Pourquoi ? Parce que Hegel ne dit pas progrès de la liberté, il dit progrès de la conscience de la liberté. Autrement dit, il évite le piège, il dit: il y a autant de liberté, l'homme est aussi libre sous l'Antiquité, sous les anciens babyloniens. Il a une autre phrase d'ailleurs qui est célèbre aussi là-dessus, que je cite aussi. Mais l'homme est également libre sous l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XIXe siècle ou plus tard, il est toujours aussi libre. Simplement, il progresse dans la conscience de la liberté. C'est sa conscience de la liberté. Nous sommes également libres, mais maintenant nous avons davantage conscience. Et ça, ce mouvement, il est inéluctable. Alors le problème, c'est que, même si on peut être un peu intimidé par la prestance philosophique de Hegel, on ne doit pas se laisser justement intimider, et il faut décrypter. D'abord, conscience de la liberté et liberté, c'est quasiment la même chose. Bon, il n'y a pas d'acte libre qui ne soit conscient. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que, la suite de l'histoire l'a montré, les fameux hegeliens de gauche, notamment Marx, qui passent de l'idéalisme de Hegel au matérialisme, évidemment, ils ont enlevé la conscience. Et finalement, la phrase de Hegel réécrite par les marxistes, c'est l'histoire de l'humanité et le progrès de la liberté, progrès que nous avons à saisir dans la nécessité, dans sa nécessité. Autrement dit, la liberté obéit à l'inéluctable. C'est un cercle carré. La liberté obéit à la nécessité. Et donc c'est là, à mon avis, une des clés du problème de la crise du progrès d'aujourd'hui. Pourquoi le progrès avec un P majuscule est vicié dans son essence? C'est qu'il repose sur cette absurdité qui se dévoile, apocalypse ça veut dire dévoilement, devant nous depuis des dizaines d'années peut-être, même peut-être depuis la guerre de 14-18, mais qui en tout cas, avec Conchita Wurst, effectivement, arrive à un stade un peu final, enfin on peut l'espérer, parce qu'on ne voit pas trop ce qui peut arriver après. Et donc, patience, ouais, on peut avoir pire, mais là ça va être difficile. Voilà, donc si vous voulez, la clé, elle est du côté du progrès de la liberté. Il faut trouver quelque chose de ce côté-là. Mais je passe à la troisième anecdote. Alors c'est une anecdote associative, puisqu'elle touche le cercle Aristote lui-même. Il y a quelques semaines, à ces réunions du lundi qui sont magnifiques, nous allons dîner, comme la plupart d'entre vous vont sans doute le faire avec nous, dans un restaurant pas loin, et j'étais à côté de notre ami Kevin. Kevin, est-ce que tu peux lever la main ? Kevin, tu peux. J'ai des mauvais yeux, voilà. Notre ami Kevin, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'étais notamment auteur d'un ouvrage qui allait bientôt paraître justement chez Pierre-Yves Roujon, sur le progrès. Et il me dit, mais pour le progrès, bien sûr, Pascal a dit ce qui s'améliore par le progrès meurt par le progrès.
Je lui ai répondu que c'était pas de Pascal, c'était pas possible. Ça fait 30 ans que je travaille sur le progrès, je lis Pascal assidûment, ça m'aurait pas échappé. J'avais d'ailleurs les pensées de Pascal dans ma poche droite. Bon, bien sûr que si, que c'est une pensée de Pascal. C'est une des plus belles phrases de Pascal, parce que j'avais dans ma poche gauche mon iPhone 5, j'ai regardé sur un moteur de recherche, vous voyez, on n'arrête pas le progrès, et bien entendu je suis tombé, je ne sais pas si je suis tombé tout de suite, mais j'ai fini par le retrouver, toujours en utilisant le moteur de recherche, sur la véritable citation. Alors la citation, elle est sublime, c'est « Tout ce qui se perfectionne par progrès périt aussi par progrès ». Alors, arrêtons-nous 5 minutes sur cette citation, mais je voudrais simplement dire à quel point l'intelligence collective qu'il y a au cercle, avec des conférences, avec des questions, puis ensuite avec un échange, ça, est important, puisque quelqu'un qui a prétendu travailler depuis si longtemps sur le progrès et sur Pascal, avait oublié une phrase comme ça, que j'ai rajoutée, d'ailleurs dans le livre, in extremis, en citation. Ça a bouleversé d'ailleurs un peu le livre, parce que je mettais des citations en exergue sur chaque grande partie, et j'avais prévu 3 citations. Le problème, c'est que la citation de Pascal, elle écrasait tellement tout le monde, que du coup, je me suis dit, je la mets toute seule. Voilà ce que m'a apporté Kevin. Alors, arrêtons-nous sur cette citation. Pascal englobe toutes les acceptations du progrès. Il englobe d'abord le progrès avec un P majuscule. Parce que, comme le rappelle Frédéric, Pascal a été un de ceux qui ont le premier anticipé ou compris ce qu'était le progrès au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Mais, bien entendu, il pense aussi au progrès spécifique dont j'ai parlé, mais il va peut-être même encore plus loin. Il parle de tout ce qui progresse, tout ce qui se perfectionne par progrès. Une plante, un animal, une fleur, elle se perfectionne, puis ensuite, elle meurt. Et bien entendu, Pascal, comme toujours dans les pensées, oppose ce qui est périssable et ce qui est impérissable, c'est-à-dire Dieu. Dieu, lui, ne progresse pas. Donc, il ne périt pas non plus. Il est immuable. Il est de toute éternité, même si le monde, la création, peut progresser, et peut-être qu'avec Malebranche, on peut dire que Dieu préfère c'est quoi la citation? Préfère son œuvre, ses actes à son œuvre. C'est ça, non, je me rappelle plus. Enfin, Dieu accepte que le monde se perfectionne et progresse, peut-être. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette phrase de Pascal, elle englobe tout ce qui progresse, donc tout ce qui vit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette phrase, c'est exactement ce qui se passe pour notre civilisation moderne. La civilisation à laquelle nous appartenons, bien entendu qu'elle s'est perfectionnée avec le temps. Elle s'est perfectionnée techniquement, intellectuellement, depuis des siècles. Bien sûr qu'elle s'est perfectionnée. Il ne faut pas l'ignorer. Mais en même temps, elle a épuisé des ressources fossiles, elle a réchauffé la planète, ou pas, ça se discute, elle a fait monter le niveau des eaux, elle a en tout cas pollué terriblement les océans, les terres, etc. Donc en fait, comme une fleur qui s'est perfectionnée, elle a pris cette perfection quelque part. Et puis ensuite, eh bien, elle s'est perfectionnée, donc elle dépérit aussi. Et donc, le sort de notre civilisation, semble-t-il, il est inclus dans cette phrase magnifique de Pascal. Voilà donc pour les 3 anecdotes. Maintenant, je vais essayer de vous dire comment je m'en tire de manière personnelle par rapport à cette énigme du progrès, à cette crise du progrès. Parce que c'est très énigmatique, c'est très mystérieux et c'est très, très compliqué. Je ne vous le cache pas. Si aujourd'hui on pense qu'il y a une mort du progrès, entre guillemets, avec Conchita Wurst, et qu'il y a eu une naissance du progrès à la fin du XVIIe siècle, il faut quand même savoir pourquoi ce progrès, qui est le mythe fondateur de la modernité, qui est la clé de la domination de l'Occident, donc de nous, accessoirement, sur le reste du monde, d'où vient ce progrès? Est-ce que c'est une simple erreur? Est-ce que c'est une simple idéologie? Est-ce qu'on peut réduire le mot progrès, avec un P majuscule, à une idéologie? Il semble bien quand même qu'il y ait eu, sur 2 ou 3 siècles, un mouvement historique assez perceptible. Et il a peut-être été décrit simplement par les théoriciens du progrès. Alors, moi, ma manière de voir les choses, c'est de dire que elle est très discutable, et j'espère que vous allez, en me posant des questions, en me critiquant, me permettre de progresser, parce que je suis en train de rôder mon discours là, j'espère que j'aurai d'autres occasions de... Donc soyez impitoyables avec moi, ça... Et d'ailleurs Frédéric va être, tout à l'heure,
Si, Frédéric va nous dire ce qu'il n'a pas écrit dans la préface, c'est-à-dire à quel point il a des désaccords avec moi, donc ça créera un beau débat, je pense. Et vous-même, vous allez y contribuer. Les choses, évidemment, au XVIIe siècle, c'est bien, à la fin du XVIIe siècle, c'est bien l'invention du progrès, le mot et la chose, mais évidemment, le XVIIe siècle, c'est déjà un moment tardif dans notre civilisation. Il y a déjà tout ce qui s'est passé avant. Mon opinion, effectivement, c'est que le progrès, ce que nous appelons le progrès, c'est le passage du mystère chrétien à la contradiction moderne. Et quel est le grand mystère chrétien ? Je m'aperçois là que je prends le raisonnement lui-même sans prendre le raisonnement que j'ai dans le livre, qui est un raisonnement qui commence par la période actuelle et qui remonte. Là, je prends le déroulement lui-même. C'est le passage du mystère chrétien à la contradiction moderne. Le mystère chrétien, posé par saint Augustin, auquel je consacre quand même beaucoup de pages, saint Augustin, c'est celui du libre arbitre et de la grâce. Comment Dieu peut-il être tout-puissant si l'homme est libre ? Si l'homme est libre de faire le bien et le mal, de se sauver ou de se damner, comment Dieu peut-il être tout-puissant ? De surcroît, un Dieu bon. Alors, ce Dieu bon, s'il est tout-puissant, il a quand même damné, il a voulu que certains soient damnés, d'autres soient sauvés. Mystère. Pour saint Augustin, c'est un mystère. Mais la contradiction moderne, on n'est pas plus avancé. Comment pouvez-vous mettre dans l'urne aux élections européennes un bulletin de vote pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou X ou Y, si votre bras est composé de cellules, les cellules de molécules, Alix, tu peux me compléter si je me trompe, les molécules d'atomes, et si toutes ces particules et tous ces éléments obéissent à des lois déterministes de la physique classique. Comment peut-on être libre s'il y a des lois de physique déterministes ? Autrement dit, l'Occident est passé d'un mystère à une contradiction. Ça veut dire que le mystère est tellement irritant, tellement instable par nature, qu'il oblige l'Occident à bouger. Et il y a deux manières de sortir du mystère. On va commencer par saint Augustin lui-même, qui ouvre la voie à Calvin et à lui. On sort du mystère par la prédestination. C'est-à-dire, Dieu est tout-puissant, et donc il sauve ou il damne des hommes, non pas en fonction de leurs mérites et de leurs actes, mais par un décret mystérieux. C'est la prédestination, la double prédestination de Luther, mais surtout de Calvin. C'est très étonnant, vous verrez pourquoi. N'oublions pas, quand on parle de protestants qui sont les amis de la liberté, le dogme de base du protestantisme, c'est la double prédestination. On règle le mystère du libre arbitre et de la grâce par la prédestination. Et il y a évidemment l'opposé. Il y a ce qu'on appelle le pélagianisme. Pélage, moine breton, qui est l'adversaire irréductible de saint Augustin, et lui qui pense au contraire que c'est la liberté humaine, le libre arbitre, qui fait totalement le salut ou la damnation en fonction de nos actes, et donc la toute-puissance de Dieu a tendance à reculer. C'est ce qu'on appelle le pélagianisme. Eh bien, l'Occident, la grande querelle de l'Occident pendant tout le Moyen-Âge et pendant toute la Renaissance, et évidemment avec les guerres de religion, malheureusement, c'est la lutte entre ces deux hérésies, parce que ce sont deux hérésies. Alors, pour les catholiques, pour ceux qui ne sont pas catholiques, c'est ce que l'Église catholique considère comme des hérésies. Le protestantisme et le néo-pélagianisme. Et ce qui est très curieux, c'est que les deux hérésies chrétiennes, aboutissent toutes les deux à une manière d'envisager le progrès. Si nous prenons maintenant, comme je le fais dans le livre, que je le fais dans l'introduction, les deux formes actuelles du progrès, celles que nous voyons encore sur nos écrans de télévision, ce dont nous avons été témoins tous. Il y a le communisme qui nous apparaît comme un totalitarisme, le parti unique, la destruction de toute liberté, mais quel est le discours du communisme, du marxisme ? C'est l'émancipation de l'être humain jusqu'à la destruction de Dieu, jusqu'à la disparition de Dieu, puisque le marxisme est matérialiste. Donc on libère l'homme jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Dieu tout-puissant pour le gêner. Maintenant, si on a l'adversaire du communisme, qui semble-t-il pour l'instant provisoirement a gagné, c'est en gros le capitalisme anglo-saxon, la culture américaine,
et qui nous donne l'impression, l'image, l'apparence d'une liberté sans fond, d'une liberté sans fin, d'une surenchère de liberté, de ce qu'on appelle le libéralisme économique, le libéralisme sauvage, peut-être un excès de liberté destructeur. Mais quand on regarde ce qu'il y a sous le discours de liberté, et d'ailleurs la réalité de la liberté absolue qui va jusqu'à Conchita Wurst par exemple, parce que c'est un produit quand même de pur marketing et de com, etc. Et de la société du spectacle. C'est un produit. Hein, donc cette société de consommation dans laquelle nous vivons tous, et qui semble dominée par la liberté du consommateur et des acteurs économiques, ce qu'il y a dessous, c'est, comme l'a montré Max Weber dans un bouquin essentiel, à l'origine évidemment, parce que ça, c'est le puritanisme et donc le protestantisme, le calvinisme radical fondé sur la prédestination. C'est tout le prétexte, c'est tout le paradoxe, de la société américaine, c'est que l'origine est dans la prédestination. Autrement dit, il y a eu reniement, les deux grandes écoles du progrès se sont toutes les deux reniées. Elles sont toutes les deux, elles ont un point de départ qui s'est retourné. Autrement dit, c'est ça un peu que je considère comme étant le moteur, l'ADN du progrès, c'est-à-dire ce mystère instable au Moyen-Âge et dans le monde chrétien, qui continue d'ailleurs pour tous les chrétiens, qui continuent à vivre dans ce mystère et à l'accepter comme tel, et puis cette contradiction qui reste béante, parce qu'il y a toujours bataille entre les deux hérésies laïcisées, mais qui, en étant laïcisées, ne perdent rien de leur intolérance, qui au contraire gagnent en intolérance, puisqu'il y a eu un moment donné, qu'on a heureusement dépassé, où les deux conceptions, la conception néo-pélagienne du communisme et la conception néo-protestante du capitalisme anglo-saxon, se sont opposées comme deux monstres bardés d'ogives nucléaires. Donc on est passé pas loin d'une catastrophe totale. Donc c'est peut-être le point ultime du progrès, quand les deux conceptions concurrentes, celles qui sont concurrentes pour faire notre bonheur, se sont affrontées, ça a été la guerre froide, et c'est, semble-t-il, dépassé aujourd'hui. Mais on verra que l'avenir est peut-être, une fois de plus, pavé de bonnes intentions, et comment faire, et donc peut-être que les choses sont... Le pire est encore à venir. Donc voilà ma thèse principale, celle que je développe dans le livre, qui, je crois, est relativement originale, c'est-à-dire que peut-être même trop, d'ailleurs il y a des gens qui me disent c'est un peu curieux d'être un peu seul sur ce genre de sujet, d'explication. Je pense que l'histoire souterraine de l'Occident, dont on a, et qui a une face visible qui est le progrès, eh bien c'est cette querelle théologique, cette dialectique du libre arbitre et de la grâce, qui continue à être la grande question de l'Occident sous une forme éventuellement laïcisée. Voilà la thèse que je défends dans mon bouquin, qui s'appelle donc Apocalypse du progrès. Apocalypse, le mot apocalypse ayant deux sens. Le sens commun, apocalypse now, c'est-à-dire la catastrophe. L'apocalypse maya, soi-disant on allait exploser, etc. Une période prévue, donc une catastrophe. Et puis le mot grec, évidemment, révélation. Et moi j'emploie les deux sens, c'est-à-dire que l'apocalypse du progrès, c'est ce que révèlent des catastrophes réelles ou annoncées, provoquées par le progrès, avec un P majuscule. Voilà, j'ai peut-être envie de donner la parole à Frédéric pour qu'il vous dise ce qu'il n'a pas écrit dans la préface, à quel point il est en désaccord avec moi souvent. C'est dur, hein. Non, mais c'est... Préface dont je rougis d'ailleurs, donc... Moi aussi. Alors, l'ouvrage de Pierre-Édouard est un ouvrage tout à fait passionnant, et donc j'espère que vous l'achèterez en nombre et que vous le ferez acheter naturellement. Notamment pour la préface d'ailleurs. Qui n'a pas été payé d'ailleurs. Ça, c'est un intermédiaire entre nous là. Donc un ouvrage absolument passionnant, en particulier justement parce qu'il ouvre des portes, ouvre des fenêtres, lance des hypothèses qui sont effectivement audacieuses, intéressantes, dérangeantes, qui en même temps sur un plan intellectuel ont une espèce
une espèce d'esthétique de la démonstration qui est très intéressante, le tout étant très bien écrit et extrêmement argumenté. Il faut dire que Pierre a travaillé sur cet ouvrage effectivement depuis l'époque où on discutait ensemble dans les cafés borgnes du quartier latin sur ce sujet, donc grosso modo ça fait une trentaine d'années quand même. Ouais. J'osais pas le dire, mais puisque tu le dis. Donc on peut dire que c'est un ouvrage. Entre nous, il y a un jeune homme qui a 28 ans seulement, donc tu vois. Donc il était pas né quand on discutait. Absolument. Donc un ouvrage qui est le résultat d'une méditation très ancienne, puissante, nourrie par un nombre absolument incroyable de lectures dans des genres et dans des ordres très divers. Et de ce point de vue-là, l'ouvrage de Pierre fera date, notamment, je pense aussi pour cela, c'est que il ne joue pas uniquement au littéraire ou au juriste, comme moi j'ai pu faire dans ma thèse. Il s'intéresse aussi effectivement à des dimensions, une dimension théologique tout d'abord qui est quand même très largement qui est presque dominante dans son ouvrage, ce conflit entre les deux hérésies, mais aussi au fond à des connaissances techniques, scientifiques assez pointues que je n'avais pas et que je n'ai pas et que je ne compte d'ailleurs pas acquérir. Et cette fois-ci, c'est moi qui le remercie d'avoir fait le travail à ma place. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez fascinant et fascinant par la réflexion qu'il suscite, et fascinant parce qu'effectivement il prend à bras le corps quelque chose qui est véritablement un point, une question absolument fondamentale, dans la mesure où c'est la question qui est littéralement la question fondatrice de la modernité. Autrement dit, la question fondatrice du monde contemporain, de la mondialisation, de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de devenir. Bref, quelque chose qui est vraiment le soubassement. Moi, dans cet ouvrage que j'ai écrit après qu'il me l'ait soufflé, donc sur l'invention du progrès, j'avais cité une phrase d'un autre philosophe allemand obscur et passionnant, qui est Herder, qui expliquait que une histoire des idées, si on pouvait l'écrire, serait la clé de l'histoire des choses. C'est une phrase qui est assez fascinante parce que voilà, elle nous fait toucher du doigt l'importance de cette dimension idéologique, de cette dimension intellectuelle, pas seulement pour les intellos, pas seulement pour les universitaires qui n'ont rien d'autre à faire qu'à s'amuser d'écrire des pavés sur la question, mais aussi parce que voilà, c'est quelque chose qui effectivement a fondé notre réalité, a créé notre réalité. C'est ce qui nous fait être. Tout à l'heure, avant que j'arrive, je pense que Pierre-Édouard vous a parlé du rapport entre la notion de progrès fait en tant que réalité, en tant que chose, et le progrès idée, en tant qu'idéologie. Il y a évidemment une distinction entre les deux, mais il y a aussi évidemment une très étroite connexion. C'est dans un sens parce qu'on croit au progrès qu'on va essayer de faire progresser les choses. Si on ne croyait pas du tout au progrès, si par exemple quelqu'un qui ne croit absolument pas au progrès, qui est persuadé au contraire que les choses vont en déclinant, autrement dit quelqu'un qui serait un théoricien de la décadence ou un partisan de la décadence, qui est l'exact inverse, c'est-à-dire que l'idée de progrès, c'est l'idée qu'on part d'en bas et qu'on monte inexorablement vers le haut. L'idée de décadence, c'est l'inverse. C'est l'idée qu'avaient un peu les hommes de l'Antiquité. C'est l'idée suivant laquelle on part de tout en haut, de l'âge d'or, et que petit à petit, eh bien, ça se dégrade, et on passe de l'âge d'or à l'âge d'argent, puis à l'âge d'airain, puis à l'âge de bronze, puis à l'âge de fer, qui est l'âge ultime, l'âge véritable de l'humanité, et un âge maudit en définitive. Si on croit effectivement que les choses déclinent, eh ben, à quoi ça sert de vouloir améliorer ces choses, puisque au fond on est certain que tout va finir par disparaître et par choir dans la boue, dans la pourriture voilà. Donc il y a un lien quand même très étroit entre cette idée de progrès, la
le progrès en tant que chose, en tant qu'effort, et notre civilisation, ou notre nouvelle barbarie, comme disait parfois Pierre Boutan, fondée elle-même sur cette conviction que les choses doivent s'améliorer nécessairement et de manière illimitée. Bon, voilà pourquoi cet ouvrage est un ouvrage effectivement très intéressant, parce que il touche une question fondamentale et parce que il l'appréhende de manière extrêmement intéressante, extrêmement originale, extrêmement cultivée et curieuse. Et donc voilà, on est en face d'un livre important et utile. Hein, dire nécessaire, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça qu'il faut dire, mais c'est peut-être un petit peu exagéré pour ta propre pudeur. Et je le refuse énergiquement. Voilà, donc en tout cas, on peut survivre sans lire mon livre. En tout cas, un livre important. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec beaucoup d'analyses, effectivement, des analyses que développe Pierre-Édouard. Il y en a quelques-unes, effectivement, que je ne connaissais pas, puisque effectivement elles sont fondées sur des dimensions et sur des questionnements qui me sont étrangers. En revanche, sur cette idée des deux hérésies, je trouve ça très élégant comme démonstration, très intéressant, mais je reste un peu sceptique, à vrai dire. Alors que le pélagianisme, effectivement, et que certaines grandes hérésies chrétiennes aient joué un rôle majeur dans la construction intellectuelle de la modernité et auparavant de l'idée de progrès, en tant qu'idée que les choses vont s'améliorer de manière nécessaire et inéluctable au cours du temps, ça c'est absolument évident. Et que le pélagianisme soit l'un des éléments fondamentaux de tout ça, c'est clair aussi. Hein. Et je crois que dans la préface, je cite Sioran, qui avait une intuition de ça également, qui a développé des attaques très, très, très fortes là-dessus, sur le pélagianisme comme un peu fondement théologique, on va dire, de la modernité. Le pélagianisme, donc l'idée sur laquelle l'homme n'a pas besoin de Dieu, au fond. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour se racheter. Il peut, par ses propres forces, améliorer les choses sans le secours de la grâce, et les améliorer de manière parfaitement consolidée, parfaitement stable, et en étant par conséquent quasiment assuré, puisque le progrès était limité, de devenir un Dieu lui-même. C'est ça le pélagianisme, et c'est ça la modernité. Et c'est en ce sens effectivement que, sur un mode un peu chestertonien, si je puis dire, hein, pour faire un peu le malin et le pédant, on pourrait dire que cette modernité, elle est effectivement fondée sur une hérésie chrétienne. Par ailleurs, il y a d'autres hérésies importantes. Par exemple, il y a une autre hérésie au nom imprononçable qui est le socinianisme, qui est une hérésie qui se forme à la Renaissance, et qui est l'hérésie selon laquelle il faut croire au christianisme, il faut croire en Dieu, etc. Mais dans ce christianisme, il ne faut garder que ce qui est conforme à la raison. C'est que la raison humaine, la ratio, devient le critère de véracité de la religion, des choses religieuses. Ce qui est, alors ça nous paraît un petit peu dit comme ça, pas extraordinaire, mais quand on y réfléchit un petit peu, c'est quelque chose d'énorme, qui renverse complètement, effectivement, l'édifice religieux, en définitive. Hein, parce qu'on passe d'une religion qui est fondée sur la foi à une religion qui est purement rationnelle, et dans laquelle la raison et la raison humaine devient le critère de réalité du religion. Ça, c'est un autre élément, effectivement. Le socialisme est absolument essentiel, puisqu'il permet à l'homme moderne, à l'homme du XVIIe siècle, puis du XIXe siècle, de croire qu'au fond, avec la raison, il peut tout faire. Et qu'il n'y a pas de limite à cette raison. Notamment que tout ce qui est miraculeux, tout ce qui est inconnaissable, tout ce qui est mystère dans la religion n'existe plus, et que par conséquent, les limites, effectivement, ne sont plus là. Donc, ces hérésies me semblent effectivement tout à fait fondamentales dans la construction de l'idée de progrès et de la modernité. Sur le protestantisme, malgré Max Weber, malgré
le système américain actuel, malgré... J'avoue que je reste assez sceptique. C'est-à-dire que ni chez Luther, ni chez Calvin, ni chez les grands protestants, ni il y a cette dimension d'un progrès évident. Et par exemple, ce qui me frappe, c'est que, on n'a pas parlé spécialement, mais au XVIIe siècle, au début du XVIIIe, il y a plusieurs grands penseurs protestants de langue française. Ce sont les protestants qu'on appelle les hommes du refuge. Le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est la Hollande dans laquelle se sont réfugiés les élites protestantes qui n'ont pas voulu abjurer après l'île de Fontainebleau, donc après l'abolition de l'île de Nantes. Et donc, dans ce refuge, on a toute une série de penseurs très éminents, très importants, et deux en particulier, Jurieu et Bell, qui sont l'un et l'autre, mais notamment Bell, l'auteur qui est un auteur très important, qui est un des auteurs, un des initiateurs des Lumières, on va dire, mais de lumière sombre, si j'ose dire. Bell est l'auteur en particulier d'un ouvrage fondamental pour tout le XVIIIe siècle, qui est le dictionnaire historique et critique. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce dictionnaire historique et critique? Eh bien, il nous dit que le progrès n'existe pas, que ces choses-là, au fond, que c'est une vue de l'esprit, et que la réalité des choses, c'est que, au fond, l'homme est en permanence dans une espèce de dimension tragique, qui ne peut s'en sortir que par la grâce de Dieu, et d'un Dieu qui, nous dit Bell, est un Dieu totalement incompréhensible, mystérieux et peut-être méchant. Bref, les protestants qui sont sur le devant de la scène intellectuelle à l'époque où on invente l'idée de progrès en France, donc à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, non seulement ne font pas partie des progressistes, qui sont tous catholiques, sans exception, en France, mais sont vraiment dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp de ceux qui pensent que la thématique de la grâce, l'augustinisme, l'idée selon laquelle on ne peut pas se sauver soi-même et que seule effectivement la grâce divine peut nous sauver. Ces protestants-là, eh bien, ils sont extrêmement sceptiques à l'égard de l'idée de progrès. Ils sont vraiment dans un camp qu'on peut classer dans le camp du pessimisme actif, alors que le progrès, naturellement, est du côté de l'optimisme. Quant à ce qui se passe par la suite, et notamment au fait que les Américains, etc., sont les héritiers du protestantisme et du calvinisme, ça, j'entends bien, mais est-ce que, au fond, ça concerne l'idée de progrès? Est-ce que ça concerne l'idéologie du progrès? Est-ce que ça ne concerne pas plutôt simplement et strictement le fait, la réalité des choses, la réalité d'une volonté impériale d'améliorer sa situation, d'être plus riche, plus fort, plus puissant, etc., sans pour autant aller vers une idéologisation, si j'ose dire, ou vers une cristallisation idéologique qui me semble pas, décidément, pas très présente dans le peu que je peux connaître, on va dire, de la pensée américaine contemporaine. Voilà. Très bien, alors je vais rebondir. Tu rebondis oui, sur de manière courte qu'on puisse passer au débat. Alors sur le protestantisme, évidemment, ça ouvre. Le protestantisme, alors la clé a été donnée par Frédéric Frédéric lui-même. Et la clé. Aujourd'hui, c'est tendancieux, voilà. Évite. La clé a été donnée par Frédéric, puisque les protestants, finalement, ils n'ont pas tant pensé le progrès qu'ils n'ont réalisé le progrès. C'est donc pas dans l'idéologie du progrès, c'est dans la réalité du progrès. Et à la faveur de quelque chose de très mystérieux, là encore, mais qui est dans Max Weber, le point le plus intéressant de Max Weber, c'est une petite note en bas de page, dans laquelle il dit tout ce que je vous ai raconté là, sur le fait que, non, c'est Weber qui parle, tout ce que je vous ai dit sur le fait que les protestants étaient à l'avant-garde de la révolution industrielle, du progrès du capitalisme, donc de l'innovation scientifique, technique, etc. Tout ça c'est vrai, mais c'est totalement irrationnel, puisque effectivement la prédestination devrait, dit-il, mener à la fatalité. Donc il y a un énorme paradoxe, mais il y en a bien d'autres. La Révolution française, qui nous paraît l'événement clé du progrès.
il y a toute une partie de la Révolution, notamment Robespierre, Saint-Just, etc., qui est faite au nom du passéisme fanatique de Rousseau, du retour à l'Antiquité gréco-romaine, à la vertu romaine. D'ailleurs, on voit les bonnets phrygiens, les faisceaux de licteurs, etc., Brutus, César, etc. On voit le calendrier révolutionnaire dans lequel il n'y a pas un terme technique ou scientifique, il n'y a que des histoires d'agriculture et tout. Donc le rousseauisme était le contraire d'un progressisme. Et pourtant, Rousseau est un des béliers qui a détruit l'Ancien Régime à la faveur de la Révolution. Alors ça veut peut-être dire que Herder n'a pas forcément raison, que ce ne sont pas... L'histoire des idées ne fait pas l'histoire du monde. L'histoire du monde, elle est faite par des actes libres qui ensuite prennent des idées, des idéologies, des textes qu'ils retournent et qu'ils habillent pour servir des évolutions profondes. Et en l'occurrence, côté protestant, les protestants, en gros, c'est pas compliqué, ils sont dans les réalités, et nous, on est un peu dans les idées. Ouais. C'est pas totalement faux, et c'est un peu ce qui se révèle aujourd'hui. Allons-y pour les critiques atroces. Alors, juste avant les questions, juste avant les questions,